Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Paul Chapelain. Bonjour Paul. Bonjour Nicolas. Alors Paul, vous êtes maître de conférences en histoire moderne à l'université de Lyon, Jean Moulin Lyon 3 donc. Vous êtes chercheur au laboratoire de recherche historique de Rhône-Alpes, le LARA, et vous êtes membre du conseil d'administration de la Société des études robespierristes, membre du comité de rédaction de la revue Annales historiques de la Révolution française et membre de la section Histoire moderne et Révolution du CTHS. Vos recherches portent sur l'histoire politique et religieuse à l'âge des révolutions, c'est-à-dire entre 1750 et les années 1830, mais aussi sur les représentations de la Révolution française dans les arts et la culture populaire. Vous avez à ce titre participé au commissariat scientifique de l'exposition Heures et malheurs de Louis XVII, arrêt sur image, qui était au musée de la Révolution française de Virginie, et vous avez aussi co-dirigé avec Tristan Martin le volume collectif De poudre et de dentelle, le siècle des Lumières en BD, qui est paru chez Cartala à Paris en 2014. Et depuis 2019, vous êtes membre du jury du prix du château de Cheverny de la bande dessinée historique. On va donc parler des révolutions de cette période-là aujourd'hui avec vous, Paul. On va aussi remonter dans le temps, pas que dans le temps de la recherche historique, dans le temps aussi de la diffusion sérielle, puisqu'on va parler d'une vieille série, on va dire, des années 1963, qui s'appelle Le Chevalier de Maison Rouge. Alors, Paul, peut-être pour celles et ceux, soit qui ne seraient pas nés, soit qui ne s'en souviendraient pas, est-ce que vous pouvez faire la présentation de la série ? Oui, alors c'est un feuilleton. Je vais utiliser ce terme de feuilleton dans l'émission, si vous voulez bien, parce que c'était le terme qui était employé à l'époque. Donc, je vais vous parler du Chevalier de Maison Rouge, qui est le feuilleton emblématique sur la Révolution française. C'est aussi le premier feuilleton historique français, donc qui a été diffusé sur la RTF, ce qui deviendra l'ORTF. Donc, la RTF en 1963. Donc, 4 épisodes, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une mini-série. Donc, 3 épisodes d'1h10 et un épisode final un peu plus long d'1h30. Et donc, pour parler de Révolution française, mais aussi, c'est une histoire d'aventure, d'amour, d'humour, de mystère, de suspense, de tragédie. Donc, à l'époque de ce qu'on appelle aujourd'hui la terreur, on est en 1793, pour donner quelques éléments de contexte. La France vient d'entrer en République, le roi Louis XVI a été guillotiné, les puissances européennes se sont liguées contre la France, les royalistes se sont soulevés dans l'Ouest et le Midi, et les révolutionnaires eux-mêmes se divisent donc entre montagnards et girondins. Donc, autrement dit, ça va mal, guerre extérieure, guerre civile. Et donc, le feuilleton est une adaptation, je le dis tout de suite, d'un roman d'Alexandre Dumas, donc, qui se déroule à Paris et qui met en scène un ensemble de personnages, un trio principalement, plutôt un quatuor, un officier municipal parisien, révolutionnaire, qui s'appelle Maurice Lindet, qui tombe amoureux d'une jeune femme, Geneviève, qu'il a croisée par hasard une nuit dans les rues de Paris. Et donc, cette jeune femme, il va en tomber amoureux. Cette jeune femme est fuyante, elle est mystérieuse, elle va disparaître, il va la chercher, il va finir par la retrouver et il finit par découvrir que cette jeune femme est mariée à un entrepreneur en tannerie nommé Dixmer. Et donc, le héros, Maurice, est un petit peu désappointé apprenant ça, mais contre toute attente, le mari l'accueille dans son foyer, accueille bien volontiers ce jeune homme, sachant pertinemment qu'il est amoureux de sa femme. Donc, c'est une situation un petit peu bizarre, mais en réalité, on va très vite apprendre que le couple Dixmer, donc Geneviève et son mari, sont des royalistes. Ils abritent un réseau de conspirateurs chez eux, mené par un certain chevalier de Maison Rouge, dont le but est de faire évader la famille royale
détenue au Temple. Hein. La famille royale, je le dis tout de suite, à l'époque, c'est donc la veuve de Louis XVI, la reine Marie-Antoinette, sa belle-sœur Élisabeth et les deux enfants de la reine, donc le jeune roi Louis XVII et Marie-Thérèse. Et donc l'Indé, en fait, qui lui est un révolutionnaire, qui n'est pas au courant, va servir à son insu de couverture aux conspirateurs. C'est pour ça, en fait, qu'il est invité dans le foyer de Geneviève et de son mari. Et donc, le ressort de l'intrigue, il est assez simple. C'est est-ce que Geneviève va finir par tomber réellement amoureuse de Maurice? Est-ce que Maurice va finir par découvrir le poteau rose? Est-ce que le chevalier de Maison Rouge va réussir à faire évader la reine? Et surtout, plane sur cette série l'ombre de la guillotine. Est-ce que tous ces personnages vont échapper à la mort, bien sûr, qui les guette? Avant de rentrer plus en détail dans, on va dire, peut-être l'écriture de la série elle-même, de parler avec vous du contexte, de l'évolution aussi historiographique que vous connaissez très très bien, j'aurais aimé qu'on revienne sur le contexte de production, c'est-à-dire de parler de la série elle-même, et en particulier, Paul, du fait que Le Chevalier de Maison Rouge, finalement, c'est la première fiction sérielle historique de la télé française dans les années 60, j'avais dit, hein, à la RTF. Et parler d'un personnage en particulier, du réalisateur, qui est un des hommes clés justement des productions de la RTF des années 60, c'est Claude Barma. Oui, alors Claude Barma, c'est le réalisateur de cette série, c'est un des pionniers de la télévision française. Il est le premier réalisateur de fiction télévisuelle en France. Donc j'ai dit, on parle à l'époque de feuilleton. Les chercheurs aujourd'hui préfèrent parler de fiction à épisodes ou de fiction sérielle. Claude Barma, lui, revendique le terme de téléroman. Hein, quand il fait ses séries télé, il parle de téléroman. Donc, par commodité de langage, je l'ai dit, hein, moi je parlerai de feuilleton. Donc, le premier feuilleton de la télévision française, il a été réalisé par Claude Barma, ça s'appelle Agence Nostradamus. C'est diffusé en 1950, donc c'est vraiment les tout débuts de la télévision. Le succès est mitigé parce qu'il y a aussi pas mal d'aléas techniques, et puis le nombre de téléspectateurs est assez limité. Mais c'est quelqu'un qui va s'imposer dans le paysage télévisuel. Il est le réalisateur du premier film télé, Les Joueurs, une adaptation d'une pièce de Nicolas Gogol, qui est diffusée en décembre 1950. Pour l'anecdote, hein, je signale que c'est ce film télé qui va lancer la carrière d'un acteur qui joue ici son premier rôle, un certain Louis de Funès. Donc, Barma, c'est lui qui réalise la plupart donc, des fictions télévisuelles des années 1950. C'est un homme de grand talent, très, très inventif, perfectionniste également. Le 25 décembre 1959, il tourne en direct une adaptation des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, avec le jeune Jean-Paul Belmondo dans le rôle-titre, en D'Artagnan. Et l'année suivante, nouveau succès, avec un grand classique, là encore, une adaptation de Cyrano de Bergerac, avec Daniel Sorano dans le rôle-titre, qui est diffusé en direct et qui est un grand succès. Et pour beaucoup encore, c'est une des meilleures adaptations, ce Cyrano de Barma, de la pièce de Rostand. Donc Barma, c'est un virtuose de la mise en scène, et c'est surtout un poids lourd de la RTF à l'époque. Et donc, quand on lui confie cette série, donc en 1962, Le Chevalier de Maison Rouge, c'est un petit peu naturel, parce qu'il est vraiment l'homme de la situation, et on sait qu'il va faire du bon travail. Et puis, vous l'avez dit en faisant le pitch de la série, en introduction, Paul, ce qui est aussi intéressant, c'est le choix véritablement de l'adaptation, c'est-à-dire ce Chevalier de Maison Rouge, c'est un des ouvrages majeurs d'Alexandre Dumas, hein, c'est un des poids lourds, là aussi, de la fiction historique au 19e siècle. Et donc, le fait de le reprendre, c'est pas par hasard. Oui, effectivement. Alors, Alexandre Dumas, c'est le grand romancier populaire français, donc dès le 19e, il l'est encore au 20e siècle, donc en France, mais aussi à l'étranger. Hein. C'est vraiment un romancier extrêmement populaire. Le Chevalier de Maison Rouge, c'est un roman qui aujourd'hui est un petit peu moins connu que les Trois Mousquetaires ou Monte Cristo, mais c'est un classique.
hein, qui a été publié donc, en 1846 à l'origine, donc un feuilleton. C'est aussi intéressant de le noter. Hein, Alexandre Dumas, c'est une écriture feuilletonesque, donc qui se prête particulièrement à l'adaptation, que ce soit au théâtre ou au cinéma ou à la télévision. Donc, comme tous les romans, enfin, pas tous, mais la plupart des romans d'Alexandre Dumas, il a été écrit en collaboration avec Auguste Maquet. Et ce roman est adapté pour le théâtre par Alexandre Dumas lui-même, toujours avec Auguste Maquet, en 1847. C'est donc un roman d'aventure sur fond de Révolution française. Traité de la Révolution française en 1846, c'est pas anodin. Alors, il y a un fond romanesque, on y reviendra, hein, donc période de guerre civile, donc il y a une tension, il y a du suspense, donc ça se prête aux intrigues. Mais parler de la Révolution en 1846, c'est aussi faire passer un message politique. Le sous-texte politique est important dans ce roman, on va le retrouver dans la série télé. C'est une exaltation de la modération en contexte révolutionnaire. C'est-à-dire que le roman est écrit au moment où la monarchie de Juillet, donc le régime de Louis-Philippe, est contesté. On parle de réforme. Certains voudraient un changement de régime. Et donc, Dumas, il fait partie de ceux qui souhaitent ce changement de régime, mais pas à n'importe quel prix. La révolution, oui, mais sans les violences. Et donc, c'est aussi ce roman, c'est une dénonciation de la terreur. 1793, c'est un dérapage de la Révolution qui conduit à l'élimination des bons révolutionnaires, les modérés, c'est-à-dire les Girondins, qu'on oppose aux méchants montagnards qui sont les radicaux. Le roman de Dumas sort un petit peu avant la sortie du livre majeur de Lamartine, les Girondins, qui fondent ce mythe justement de la modération des Girondins qui seraient les bons révolutionnaires face aux mauvais montagnards. Donc on est dans ce contexte-là. C'est un ouvrage qui est, je l'ai dit, constamment réédité au 19e, 20e siècle. C'est un ouvrage aussi dont l'intérêt a été relancé à la fin du 19e siècle, plus précisément en 1894, par un polygraphe, donc Théodore Gosselin, qui est plus connu sous son pseudonyme de plume, G. Lenôtre, qui se fait une spécialité de publier des études historiques sur la Révolution. Il est spécialisé en mystères et intrigues d'époque révolutionnaire. Et il publie en 1894 ce J'ai le nôtre, une étude historique qui s'appelle Le vrai chevalier de Maison Rouge, qui essaye de démêler le vrai du faux dans le roman d'Alexandre Dumas pour présenter le vrai chevalier qui se cache derrière ce nom et présenter le vrai complot visant à faire évader la famille royale, ce qu'on appelle le complot de l'œillet. Et c'est un ouvrage aussi qui a un grand succès, ce livre d'histoire historique, parce que c'est un livre qui ne correspond pas aux normes scientifiques, même à l'époque. C'est un ouvrage, c'est très romancé aussi, mais c'est l'ouvrage de G. Lenôtre contribue à aussi entretenir l'intérêt pour cette histoire du chevalier de Maison Rouge. Et l'étude de G. Lenôtre, Le vrai chevalier de Maison Rouge, continue aussi d'être republiée au même rythme que le roman d'Alexandre Dumas. Et d'ailleurs, une édition de poche du livre de G. Lenôtre est sortie donc, dans la collection 10-18 en 1962, au moment du tournage du Chevalier de Maison Rouge. Alors l'idée de cette adaptation, pourquoi adapter Dumas à la télé? Parce que c'est ce qui se fait à l'époque. Dumas, j'ai parlé des Trois Mousquetaires tout à l'heure, c'est le réservoir où l'on va puiser des histoires. Le public connaît les romans d'Alexandre Dumas et va prendre plaisir à les regarder. L'idée de cette adaptation télévisuelle, elle vient de Jacques Armand, qui est l'autre père de la série. Jacques Armand a d'abord travaillé comme scénariste de fiction radiophonique avant d'être engagé à la RTF et de devenir le principal scénariste de fiction de la jeune télé française. Et donc, il adapte des œuvres littéraires, beaucoup d'œuvres littéraires, parce que je rappelle aussi que la télévision, à cette époque, a pour objectif de valoriser le patrimoine littéraire national et international, pardon. Et c'est Jacques Armand donc, qui propose à Barma de
d'adapter Le Chevalier de Maison Rouge. C'est un classique qui va permettre de fédérer un large public. Un roman qui, d'ailleurs, je le signale, a connu plusieurs adaptations cinématographiques en 1913, en 1914. Il y a eu une coproduction franco-italienne en 1954 de Vittorio Cotafavi. Et surtout, marque du succès de ce roman, la RTF avait déjà produit une adaptation sous la forme d'un film télé réalisé par Maurice Cazeneuve, qui avait été diffusé en 1954, donc au moment où sortait l'autre adaptation franco-italienne au cinéma. Donc, autrement dit, pour résumer, c'est une histoire qui est déjà bien connue, au moins dans les grandes lignes, de nombreux téléspectateurs, des téléspectateurs qui sont familiers avec l'arrière-plan historique, donc parce qu'ils connaissent l'histoire, mais aussi parce qu'ils lisent des magazines historiques. C'est l'époque des grandes heures de la revue Historia, dans laquelle on trouve très souvent des récits sur la période révolutionnaire, toujours sous l'angle des complots, des mystères. Et puis vous avez aussi à la télévision l'émission La caméra explore le temps. Et donc, avant la diffusion du Chevalier de Maison Rouge, il y avait déjà eu des épisodes de cette célèbre émission consacrée à la famille royale pendant la Révolution, le procès de Marie-Antoinette, la fuite de la famille royale ou l'affaire du collier. Donc, tout cela fait que c'est un classique qui est facilement adaptable et on sait qu'il sera bien reçu par le public. Et puis, comme vous le dites, ce qui est très intéressant aussi, Paul, hein, outre le fait de l'excellent choix du support, hein, l'ouvrage de Dumas, il y a aussi le fait que finalement Barma est à la mise en scène, et une mise en scène qui est très soignée, avec, pour l'époque, même si aujourd'hui les chiffres ne veulent absolument rien dire, mais pour l'époque, un budget relativement colossal de 2 millions de francs. Oui, alors comme souvent pour ces séries, ces grosses séries, il faut le noter, c'est une coproduction franco-italienne. Donc la RTF s'est associée à la RAI. Il y a aussi Pathé qui a contribué au budget. Donc ça permet de rassembler beaucoup d'argent pour payer tout simplement les acteurs. Il y a plus de 1000 figurants. 1200 costumes ont été fabriqués pour l'occasion, et c'est une série qui a nécessité 4 mois de tournage. Le tout dans un contexte justement d'augmentation des moyens alloués aux fictions à la RTF. Il y a une montée en gamme des fictions, de plus gros budgets, donc de plus de figurants, plus de costumes. Barma, c'est aussi quelqu'un qui a très bien su utiliser les décors extérieurs autour de Paris. Il va trouver des villes avec des centres anciens, avec des maisons qui n'ont pas bougé beaucoup depuis le début du 19e siècle. Donc, il va tourner à Hyères, à Senlis, à Gerberoy. Il va utiliser, je reviendrai, le château de Vincennes. Et donc, il profite de ces décors naturels qui donnent un côté très vivant aux scènes, qui compense le côté un peu artificiel des costumes. J'ai dit qu'il y avait un gros budget pour les costumes, mais il faut le dire aujourd'hui, vu d'aujourd'hui, les costumes font très, très, très théâtre, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu propres et on voit qu'ils viennent juste d'être taillés et portés par les acteurs. Le casting aussi est un très, très, très beau casting, des acteurs de théâtre confirmés, comme c'est le cas de la plupart des fictions de la RTF à l'époque. Les 2 premiers rôles sont connus des téléspectateurs. Ils sont déjà tournés dans des films ou des séries télévisuelles, enfin des feuilletons télévisuels, pardon. Anne Doa, qui joue le rôle de Geneviève, qui a déjà une expérience du théâtre, mais qui a tourné dans plusieurs feuilletons comme les 5 dernières minutes. C'est un visage familier pour les téléspectateurs. Et même chose pour Michel Leroyer, qui interprète Maurice, l'autre personnage principal de la série, qui est connu des téléspectateurs, mais aussi tout simplement des spectateurs de cinéma, puisque en 62, donc l'année précédant la diffusion de la série, il avait incarné au cinéma le marquis de Lafayette, dans une superproduction franco-italienne, où il jouait le rôle du marquis. Il était déjà en costume, fin 18e. Donc, visage familier.
L'autre grande figure du feuilleton, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, il a donné son nom à la série, c'est le Chevalier de Maison Rouge, donc ce conspirateur mystérieux qui est interprété par Jean de Sailly. Jean de Sailly, c'est aussi une très grande figure du théâtre, très, très, très connu à l'époque. Donc, c'est un personnage attendu. Alors, voilà, on pourrait voir qu'il surjoue un petit peu parce que c'est un personnage qui a un rôle, voilà, il a beaucoup de prestance, mais il doit changer, feindre la stupéfaction, la méfiance. Enfin, c'est un jeu très expressif, mais c'est cette interprétation très expressive et voulue. Hein. C'est intéressant de noter aussi que Jean de Sailly a voulu faire de ce rôle un manifeste du jeu d'acteur. Il a voulu proposer, il l'a dit dans un entretien accordé au journal L'Humanité au moment de la sortie de la série, dans son jeu d'acteur, il a voulu proposer un contre-modèle à la nouvelle vague, qui mettait plutôt en valeur le naturel, hein, des acteurs. Il fallait jouer naturel, et donc de Sailly, lui, il arrive, c'est très, très théâtral, hein, c'est très expressif, et donc lui, il veut montrer que cet art théâtral n'est pas mort, et il veut montrer que ça marche aussi devant la caméra. Et de fait, hein, on prend plaisir à le suivre. La révélation du feuilleton, c'est le quatrième rôle, on va dire, c'est l'ami, j'en ai pas parlé jusqu'ici, c'est l'ami de Maurice. Maurice a un ami proche, un autre révolutionnaire qui s'appelle Laurin et qui est interprété par Dominique Paturel. Dominique Paturel qui est peu connu à l'époque, qui va vraiment être révélé par ce rôle. Dominique Paturel, je pense que les auditeurs le connaissent tous, c'est une voix mythique de la télévision française, hein, c'est un grand doubleur, c'est la voix du générique de Capitaine Flamme, la voix française de David Vincent dans Les Envahisseurs, d'Hannibal Smith dans l'Agence Tourisque, Jonathan Hart dans L'Amour du risque, JR dans Dallas. Bref, tout le monde connaît la voix de Dominique Paturel, et on a forcément un petit frisson quand on l'entend parler dans la série. Et voilà, c'est un acteur qui s'est révélé à ce moment-là. On a aussi anecdote amusante dans le casting. Je le signale et je le salue aujourd'hui. Le greffier de la conciergerie dans le dernier épisode est interprété par Hubert de Lapparent. Hubert de Lapparent, aujourd'hui, c'est le doyen du cinéma français. Hein, il a 102 ans. Donc, je le signale moins pour cette performance, hein, d'être le doyen du cinéma français. C'est surtout un descendant d'un révolutionnaire célèbre, un conventionnel régicide qui s'appelait Charles Cochon de Lapparent, qui a été ministre de la police sous le Directoire. Et puis enfin, je signale aussi qu'on a aussi un petit frisson quand on écoute la voix du narrateur, celui qui présente le contexte dans le feuilleton, c'est la voix de Michel Piccoli. Ce qui est maintenant, ce que je voulais voir avec vous, Paul, c'était par rapport à justement la série. Vous l'avez dit, c'est une série qui est datée des années 60. Donc, je voulais voir avec vous comment est-ce qu'elle montre la révolution. Bien sûr, de l'eau a coulé sous les ponts. La recherche historique a progressé là-dessus. Et je voulais justement vous poser la question, est-ce que il n'y aurait pas une certaine vision mythifiée justement de la Révolution française? Et en particulier, peut-être en premier, quand on parle de cette période-là, de voir comment il n'y a pas une petite condamnation, même une forte d'ailleurs condamnation de ce régime républicain, vous l'avez dit, hein, avec cette fameuse terreur qui a marqué au fer rouge la révolution et donc qui a pendant longtemps eu une image négative. Est-ce que c'est pas cela qui transparaît dans Le Chevalier de Maison Rouge, Paul? Oui, exactement. Hein, c'est lié aussi tout simplement au roman d'Alexandre Dumas qui aborde la face sombre de la Révolution autour de cette période dite de la terreur, puisque au cœur de l'intrigue, c'est le régime carcéral
de la Révolution à travers le donjon du Temple, où est enfermée la famille royale, et la prison de la Conciergerie, où Marie-Antoinette est internée pendant son procès. Et donc, l'ombre de ces prisons, et plus particulièrement du donjon du Temple, plane sur la série. C'est le donjon du Temple, je l'ai dit, hein, c'est là où a été enfermée la famille royale après le 10 août 1792. C'est un bâtiment qui a symbolisé, dès cette époque, justement, la répression. Il a été rasé, ce donjon du Temple, en 1802, sur ordre de Napoléon Bonaparte, qui ne voulait pas que ça devienne un lieu de pèlerinage royaliste, parce que justement, c'est ce symbole symbole négatif de la Révolution, associé à l'exécution du roi, l'exécution de la reine, de la sœur de Louis XVI, Madame Élisabeth, et aussi à la mort misérable de Louis XVII, donc, qui meurt de maladie donc à 10 ans dans son donjon du Temple. Donc ce donjon du Temple, c'est voilà, un symbole aussi de la contre-révolution au XIXe siècle, qui est très présent dans la littérature et dans les arts. Le thème du donjon du Temple, c'est une passion politique, passion artistique, passion romanesque pour les mystères entourant ce donjon gothique, hein, ce qui attire aussi cette espèce d'esthétique sombre, noire. Et donc, au XIXe siècle, vous avez une multiplication donc des images et des récits autour de ce donjon du Temple et des intrigues sur fond d'évasion, celle de Marie-Antoinette ou celle de Louis XVII, que certains imaginent s'être évadé du Temple. Et donc, vous avez un immense corpus d'œuvres autour du donjon du Temple, dont fait partie justement le Chevalier de Maison Rouge d'Alexandre Dumas. Donc, c'est un lieu qui fascine le public et qui donne lieu à une opposition de deux archétypes. Donc, d'un côté, vous avez la famille royale, souffrante, innocente, voilà, victime d'un système qui broie ceux qui sont présentés comme des innocents, hein, Marie-Antoinette, ses enfants, face à des geôliers qui sont, si vous voulez, l'incarnation du mal. Donc, vous voyez, c'est une vision de la Révolution extrêmement orientée et très contre-révolutionnaire, il faut le dire. Et le méchant de l'histoire, que ce soit dans le roman ou dans le feuilleton, c'est le cordonnier Simon. Hein, le cordonnier Simon, c'est ce sans-culotte qui a été chargé d'éduquer Louis XVII pour en faire un bon citoyen, Louis Capet, ennemi des rois et défenseur de la République. Ce personnage Simon a vraiment existé. Il a été exécuté avec les amis de Robespierre en juillet 1794. Et après sa mort, il va devenir une espèce de, comme Robespierre d'ailleurs, une espèce de bouc émissaire de la Révolution. C'est le début d'une légende noire. Et Simon devient le symbole de la mauvaise révolution, des sans-culottes violents, pervers, mais aussi un peu imbéciles, hein, qui se font manipuler par Robespierre. Il incarne cette entre guillemets populace dénigrée justement par la réaction thermidorienne, donc qui désigne cette période qui suit l'exécution de Robespierre, et puis au XIXe siècle, donc, par les récits contre-révolutionnaires. Et donc, c'est un personnage clé du roman d'Alexandre Dumas, et on le retrouve dans le feuilleton, et de fait, c'est ce qu'a retenu Claude Barma, c'est la caricature qu'a repris Alexandre Dumas lui-même de la littérature contre-révolutionnaire. Donc là, il est très bien interprété, c'est un très beau méchant, interprété par Georges Géret, voilà, qui ne cesse de violenter le petit Louis XVII hein, pendant tout le feuilleton, soit il le fouette, soit il lui fait boire du vin rouge, et il forme un duo de choc, ce Simon, avec l'autre épouvantail de la période, qui est l'accusateur public du tribunal révolutionnaire, Fouquier-Tinville, qui est interprété ici par Julien Berthaud. Donc deux personnages qui sont voilà, qui représentent cette mauvaise révolution terrible, violente, qui broie les innocents. Je rajouterais aussi un personnage féminin, ça aussi c'est un archétype, une caricature, c'est celle de la tricoteuse, de la femme sans culotte, elle aussi agitée par ses passions, et dans le roman et dans l'adaptation, c'est la citoyenne Tison, la geôlière de Marie-Antoinette, qui est interprétée dans le feuilleton par Denise Jans.
de la comédie française, qui offre à cette occasion, sans aucun doute, la meilleure composition du feuilleton. C'est Denise Jean, c'est extraordinaire dans ce rôle de la citoyenne Tison. Donc, un rôle de méchante, mais méchante victime. C'est un très beau personnage. Je signale aussi, autre repoussoir de la Révolution, autre personnage réel, qui a fait lui aussi l'objet d'une légende noire, c'est un autre célèbre sans-culotte, le brasseur Santerre. Ce brasseur Santerre qui est devenu commandant de la garde nationale de Paris en 1793, donc qui est chargé de superviser en quelque sorte la surveillance de la famille royale au Temple. Et donc, ce brasseur Santerre, lui aussi, a été caricaturé par Dumas en homme grossier, naïf et violent, et on reprend ces stéréotypes dans le feuilleton. Et donc, le personnage de Santerre est interprété par Julien Guillaumard, le grand Julien Guillaumard, qui est excellent, hein, là aussi, dans cette composition. Et je signale qu'il va reprendre un rôle très similaire 8 ans plus tard dans le film de Jean-Paul Rappeneau, Les Mariés de l'an 2. Je ne sais pas si les auditeurs ont vu ce film, et donc Julien Guillaumard interprète donc face à Jean-Paul Belmondo une espèce de représentant en mission, donc révolutionnaire, avec emplumé, vaniteux et complètement idiot, et c'est le même rôle que celui de Santerre dans le Chevalier de Maison Rouge. Donc très clairement, hein, on a un feuilleton qui oppose les honnêtes gens d'un côté. Alors qui sont les honnêtes gens? C'est les royalistes modérés, les républicains modérés, hein, c'est-à-dire Maurice Lindet et son ami Lorrain, on sent qu'ils sont proches des Girondins, donc c'est la bonne révolution modérée. Et puis en face, vous avez, entre guillemets, la canaille, donc incarnée par ces sans-culottes qu'on reconnaît. Donc ils ont tous le bonnet phrygien sur la tête, ils sont mal rasés, un aspect un peu débraillé, la mine patibulaire. Et Claude Barma a accentué cela dans le premier épisode. Hein, il me semble assez significatif. Geneviève dit à Maurice, et c'est pas dans Dumas, hein, ça j'ai cherché, j'ai pas trouvé dans Dumas. Geneviève donc dit à Maurice, il est dommage que les révolutions ne soient pas faites par les conservateurs, elles auraient meilleur ton. Vous avez compris, opposition entre une bonne et une mauvaise révolution, donc un schéma, une interprétation très politique de la révolution. Et pour faire dans les canons de l'époque, Barma vend, Paul, véritablement sa série, Le Chevalier des Maisons Rouges, comme un western historique. Or, véritablement, parce que vous allez commencer à le dire, vous allez développer ce côté-là, c'est pas tout à fait ça. On est plutôt, d'ailleurs, dans l'idée de quelque chose qui fonctionne déjà très bien à l'époque, dans l'idée que Le Chevalier Maison Rouge, c'est plutôt une romance avec un vrai fond politique, comme vous venez de le démontrer. Oui, tout à fait. Hein, dans Télé 7 jours, Claude Barma est interviewé et il présente son feuilleton comme un western. Hein, c'est ce qu'il veut faire passer. Alors, de fait, hein, on a un générique qui fait penser à celui d'un western. Hein, on a un cavalier, le générique, hein, c'est Maurice Lindet qui galope, hein, dans la prairie sur une musique bondissante, très western, hein, d'Antoine Duhamel, hein, très, très belle composition. On a des scènes de diligence lancées à pleine vitesse sur les routes. On a une grande course-poursuite à cheval à la fin. Mais en fait, c'est bien les seuls rapports avec le western. L'essentiel du feuilleton, vous l'avez dit, c'est une romance. Alors, on a quelques duels, bien sûr. Hein, on reprend les codes du film de KPDP qui est à la mode. Hein, mais globalement, les scènes d'action sont rares. C'est surtout alors, il y a l'intrigue, une grande part à l'intrigue qui se développe, le suspense, les quiproquos, le chevalier de Maison Rouge qui se déguise, mais c'est surtout une romance. Hein, le fond de l'affaire, c'est la romance entre Maurice et Geneviève, deux êtres que tout oppose sur le plan politique. L'un est républicain, l'autre est royaliste. Mais finalement, ils vont finir par se rapprocher. Et puis, Barma a voulu, et Jacques Armand, le scénariste, ont voulu creuser la psychologie des personnages. Et je reviens ici à la politique. Hein, on s'aperçoit finalement, ils ont l'air opposés, mais ce qui les rapproche, c'est leur humanité et le fait qu'ils soient modérés en politique et que chacun dans leur camp s'oppose aux violents
et à ceux qui commettent des excès. Maurice s'oppose aux révolutionnaires violents, comme Geneviève s'oppose aux royalistes violents. Donc voilà, c'est romance et politique, le fond de l'histoire. Et puis, comme toute fiction, Paul, ce qui est aussi intéressant à voir dans ce Chevalier Maison Rouge, c'est que chaque fiction, et même historique, est le produit d'une écriture d'une époque. Et là, vous avez très bien rappelé, depuis tout à l'heure, on est dans ces années, soit début des années 60 en France, on est en 62, 63. On parle d'une fiction qui montre une guerre civile en France, véritablement, pendant la Révolution, entre les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires, entre les révolutionnaires modérés et ceux qui sont beaucoup plus enragés, on va dire. Est-ce qu'on ne peut pas y voir aussi, le contemporaniste que je suis peut-être, y voit aussi le contexte français de l'époque, de la fin de la guerre d'Algérie, et cette guerre civile, si on peut dire, peut-être, qui est menée par l'OAS avec cette politique d'attentat on est en plein là, à cette époque-là. Oui, tout à fait. Claude Barma, d'ailleurs, le dit explicitement, toujours dans Télé 7 jours, où il présente sa série au public. Il explique qu'il a cherché à actualiser la série. Il a voulu donner une épaisseur humaine intemporelle à ses personnages. Et je le cite, il dit, voilà, ces événements sont finalement très contemporains et pourraient faire penser à la guerre d'Espagne ou à la guerre d'Algérie. En effet, le feuilleton est préparé et tourné dans le contexte donc, de la fin de la guerre d'Algérie et des complots de l'OAS contre le général de Gaulle. Donc l'attentat de Pont-sur-Seine en septembre 1961, l'attentat du Petit Clamart, célèbre, le 22 août 62. D'ailleurs, cet attentat du Petit Clamart, il y a une référence à la Révolution, qui n'est pas très connue, mais les conspirateurs, le commando de l'OAS, avait baptisé cette opération Charlotte Corday, en référence à donc, cette jeune femme proche des Girondins qui avait assassiné donc, le révolutionnaire Marat en juillet 93. Donc, la série elle-même est diffusée. Alors, ça n'a pas de rapport avec sa production, sa genèse, mais quand même, il y a un télescopage qui est intéressant. Au moment où la série est diffusée à la télévision, donc au début du mois de mars 63, c'est la fin du procès de Bastien Thierry, donc l'organisateur de l'attentat du Petit Clamart, qui est condamné à mort et fusillé donc, le 11 mars 63. Alors, quel est le rapport avec la série? Est-ce que ça se retrouve dans la série? Écoutez, moi, je pense qu'il y a des allusions justement à ce contexte, parce que quand on suit le développement de l'intrigue, il y a des dialogues introspectifs entre les personnages qui sont absents de l'œuvre de Dumas et donc qui ont été créés par Jacques Armand, et on est frappé par leur résonance contemporaine. Par exemple, lors des préparatifs de l'évasion de la famille royale, on a Maison Rouge qui explique voilà, qu'il se bat juste pour l'honneur. Pour lui, la cause royaliste est perdue et il pense à l'après. Il tient un discours de réconciliation nationale, c'est-à-dire qu'il rejette la contre-révolution qui est trop excessive, qui est dans une impasse. Et donc, on a un sous-texte où on nous explique qu'il faut prendre les meilleurs de chaque camp, se réconcilier pour dépasser les anciens antagonismes. Dans Le Figaro, dans le quotidien Le Figaro, qui rend compte du feuilleton de Claude Barma, on met en avant cette idéologie de synthèse nationale autour de la réconciliation des ennemis d'hier. Dans Le Figaro, le journaliste écrit qu'en regardant cette série, le français est à l'aise, le français moyen est à l'aise parce qu'il se sent autant républicain que royaliste et bonapartiste, ce qui lui permet de s'identifier avec tous les protagonistes de l'histoire et qu'en fait, chacun se réconcilie au nom de l'intérêt national. Et ça, c'est pas vraiment dans le roman de Dumas ou dans son adaptation théâtrale. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est dans le dernier épisode. Dans le dernier épisode, on a un dialogue entre Geneviève et son mari Dixmer. Et Geneviève reproche à son mari de s'être engagé dans le complot du Chevalier de Maison Rouge uniquement pour assouvir, je cite, son goût pour la brutalité et la violence. Elle lui reproche d'instrumentaliser la cause royaliste.
Et donc, il y a une espèce de tirade comme ça pour dénoncer le jusqu'au-boutisme de Dixmer. Et c'est vrai que si on remplace le mot reine par le mot France ou même Algérie française, l'effet est troublant. C'est-à-dire que Geneviève dit à Dixmer, voilà, vous prétendez servir la reine, mais en réalité, vous cultivez votre goût pour la violence, vous voulez délivrer la reine, mais en fait, vous vous en fichez, etc. Donc, Geneviève aussi reproche à son mari de s'être comporté en lâche en organisant une embuscade sans participer lui-même à l'action. Donc, Dixmer est présenté comme un individu manipulateur, froid, brutal. Alors, est-ce que c'est une allusion au chef de l'OS? On peut le penser à ce moment-là, c'est possible. Peut-être plus largement, à une allusion à toutes les formes d'activisme violent. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il s'agit d'un feuilleton gaulliste, même si je pense qu'il faut sortir aussi de cette idée reçue de l'ORTF comme une chaîne de propagande gaulliste. C'est en partie vrai, mais il y a quand même une marge de manœuvre chez les auteurs, les animateurs. Mais en tout cas, je pense que ces dialogues, j'insiste, qui sont créés de toutes pièces par Jacques Armand, qui sont absents de l'œuvre de Dumas, ne peuvent se comprendre sans ce contexte. Donc, je pense qu'il s'agit d'une actualisation politique du roman qui permettent de rendre les dilemmes moraux qui agitent les personnages plus intelligibles pour les téléspectateurs. Donc, je ne pense pas que c'est de la propagande, je ne pense pas qu'il y a un message politique, simplement on fait référence, vous voyez, à des comportements politiques du temps présent pour que ça soit plus vivant pour le téléspectateur et qu'il s'investisse davantage dans les personnages. En tout cas, c'est frappant, il y a ce télescopage des deux histoires. On parle de conspirateurs à la télévision au moment où la police traque les conspirateurs du moment, que sont les commandos de l'OAS, qui continuent d'être démantelés d'ailleurs en mars 63. J'aimerais maintenant, Paul, qu'on s'attache à étudier ensemble la réception de cette œuvre-là. On a bien compris le contexte des années 60 qui est majeur. J'aimerais qu'on revienne sur la réception et en particulier voir le succès finalement de cette série-là. Voir que ça a été un succès peut-être en demi-teinte parce que ça a été un succès médiatique, mais de l'autre côté, le public n'a peut-être pas répondu tout de suite présent, comme il le fait quelques années plus tard, avec un des gros succès qui est quasiment contemporain pour la période, c'est Jacou le Croquant. On en a parlé dans une émission précédente. Alors, pour ce qui est du succès médiatique, comment est-ce que cela fonctionne? Parce qu'on est, vous l'avez dit, avec la création de la télévision française, là, elle est dans ses premières années, on passe de la RTF à l'ORTF à cette période-là, c'est en train de devenir un média majeur, et dans cette période de conquête du public, on voit bien que les feuilletons, comme vous dites très bien, jouent un rôle majeur pour conquérir le public. Oui, c'est un feuilleton qui est diffusé le samedi soir, pour réunir le maximum de téléspectateurs. Je précise aussi, mais là, je n'ai pas trouvé de renseignements. Donc, comme c'est une coproduction franco-italienne, il a été aussi diffusé en Italie, mais je n'ai pas trouvé d'éléments à ce sujet. Il a été aussi diffusé au Canada, donc sur les chaînes francophones en 64. Mais bon, je n'ai pas trouvé de renseignements sur la France. Qu'est-ce qu'on peut en dire? En tout cas, c'est un feuilleton événement. On en parle beaucoup dans la presse. Presse en général, et une appréciation très positive, notamment dans la presse, on loue bien sûr la fiction d'aventure, mais aussi l'épaisseur psychologique des personnages. Il y a un dossier de 4 pages dans Télé 7 jours, dont j'ai parlé. Télé 7 jours passe à ce moment-là à un tirage d'1 million d'exemplaires, donc c'est de la presse de masse. Un feuilleton donc, qui confirme aussi l'intérêt grandissant pour la télévision. Alors, c'est un enthousiasme, mais quelques voix quand même discordantes. Il y a quelques réactions négatives. Alors, on s'y attend un petit peu.
par exemple, il y a les historiens qui sont un petit peu ronchons, qui trouvent que voilà, on trafique un petit peu trop l'histoire. Et à l'époque, les historiens médiatiques, c'est un couple que certains des auditeurs connaissent bien, très, très présent dans les médias à cette époque. C'est Alain Decaux et André Castelot qui publient, toujours dans Télé 7 jours, un long article de 4 pages pour relever toutes les erreurs factuelles de la série, avec un avertissement: lycéens, si vous ne voulez pas avoir zéro, n'étudiez pas l'histoire de France dans Maison Rouge. Bon, c'est un peu facile comme critique. Je signale, on pourrait aussi retourner le compliment aux deux compères, qui ne sont pas non plus d'une grande exactitude dans leur façon de raconter l'histoire. Et puis c'est une critique aussi qui part du principe que le public, notamment le jeune public, est par essence naïf et ne sait pas faire la différence entre la fiction et la réalité. Bien sûr, c'est à nuancer. Donc, voix discordante de certains historiens, critique politique aussi. Et c'est ce qui n'est pas étonnant, par exemple, le quotidien communiste L'Humanité n'a pas aimé la série. Je cite, donc là, pour dire les choses, pour le quotidien communiste, ce feuilleton, c'est de la propagande monarchiste. Je cite: la caricature de la Révolution, l'apologie des comploteurs royalistes reste la dominante de ce feuilleton. En dépit du talent des acteurs et des réalisateurs, nous ne pouvons accepter cette sanglante image de la Révolution qui reflète une scandaleuse conception partisane de l'histoire d'une des époques les plus glorieuses de notre pays, et nous trouvons tout à fait odieux que ce soit la télévision française qui la propage en France et à l'étranger. Alors, là aussi, beaucoup d'emphase. On peut tiquer sur l'expression l'une des époques les plus glorieuses de notre pays. On est quand même dans une guerre civile, mais on l'a vu, la critique n'est pas totalement infondée. On a un récit qui est très caricatural, très contre-révolutionnaire, avec beaucoup de stéréotypes. Mais je pense que comme chez Decaux et Castelot, on a une critique aussi qui tombe un petit peu à côté. En fait, ces poncifs, ces caricatures sont au service de l'intrigue. Dans une bonne histoire, il faut des méchants cruels, bien fourbes, pour donner du sel au récit. Et donc, ici, le mauvais rôle est confié à ceux qui détiennent le pouvoir à l'époque, en l'occurrence les montagnards, les républicains, les sans-culottes. Sans oublier aussi, il faut le préciser, que ni Dumas, ni ses adaptateurs n'ont revendiqué une quelconque exactitude historique. Ça aussi, il faut être très clair. Barma, il dit: j'ai fait un western sur fond d'histoire, mais il n'a jamais dit qu'il faut apprendre ça comme une leçon d'histoire de France. Mais vous voyez, il y a aussi il y a quelques voix discordantes dans la réception de la série. Et maintenant, Paul, si on parle par rapport au succès, par rapport au public, qu'est-ce qu'il en a été? Est-ce que justement, il a été au rendez-vous comme la RTF le supposait, ou finalement, ça a peut-être été un semi-échec, cette série à gros moyens, l'une des premières, vous l'avez bien dit, de la télé française? Alors, c'est difficile de mesurer l'audience, on n'a pas de chiffres. Est-ce que c'est un phénomène national? Bon, il faut quand même rappeler qu'à l'époque, on a un quart seulement des foyers qui disposent de la télévision, mais il y a aussi la pratique du visionnage collectif. C'est une œuvre qui est diffusée le samedi soir, donc aussi à cette époque, on va chez les voisins pour regarder la télé. C'est une fiction familiale de bonne qualité. Une chose est sûre, c'est que c'est une fiction qui va rester dans les mémoires et s'affirmer d'emblée comme un classique de la télévision. Donc, à ce titre, on peut parler de succès quand on parle aujourd'hui aux personnes qui ont connu la diffusion, cette période de diffusion. Le Chevalier de Maison Rouge, ça fait partie quand même des séries emblématiques qui ont marqué les esprits. Alors, pour essayer de voir un petit peu le succès, on a peu d'éléments. On peut faire le test, par exemple, des produits dérivés. Alors, des produits dérivés, finalement, il y en a assez peu. J'ai relevé, par exemple, classique,
des rééditions de l'œuvre originale d'Alexandre Dumas. Par exemple, vous avez une édition dans la collection Jeunesse Rouge et Or avec des illustrations de Michel Gourlier qui sont directement inspirées par les images du feuilleton. Vous avez la sortie d'un disque, d'un 45 tours, pardon, qui reprend donc la bande originale donc, qui était composée par Antoine Duhamel. Donc j'ai relevé au moins 2 éditions, mais c'est tout. Alors, il y a quand même un indice de popularité, c'est que la RTF a décidé de réunir de nouveau les acteurs pour tourner une fin alternative, un peu moins désespérante. Je ne vais pas raconter la fin, mais ce n'est pas une fin très joyeuse, la fin du Chevalier de Maison Rouge. Et donc, il y a une fin alternative qui a été tournée, diffusée pour les fêtes de Noël en 1963, ce qu'on appellerait aujourd'hui un épisode spécial de Noël. Donc, si on a pris la peine de tourner aussi cet épisode, ça veut dire qu'il y a quand même eu un engouement. La production a décidé de donner une deuxième vie au feuilleton en le projetant au cinéma, notamment pour que les spectateurs puissent profiter pleinement de la qualité de l'image. Il faut bien se dire aussi qu'à l'époque, bon, la qualité de l'image et du son n'a pas rendu forcément justice au feuilleton. C'est un feuilleton, l'image est splendide, c'est vraiment très bien tourné. La diction des acteurs est impeccable, donc ça mérite un visionnage en bonnes conditions. Donc le feuilleton a été redécoupé dans un format de 4 heures, donc 2 époques de 2 heures, comme ça se fait au cinéma à cette époque pour les films très longs, qui sort en salle en juillet 64. Et là, c'est un bide, il n'y a qu'une seule salle à Paris, et puis les spectateurs ne sont pas au rendez-vous. Bon, ça s'explique aussi assez facilement. C'est aussi un univers qui appartient à un autre monde, c'est-à-dire c'est très théâtral et ça ne correspond plus vraiment aux productions cinématographiques de l'époque. Je rappelle que sur des thèmes similaires, par exemple, si on parle de tunnels et d'évasion, le film de John Sturges, la Grande Évasion, sort en salle en septembre 63. Donc voilà, entre La Grande Évasion et Le Chevalier de Maison Rouge, c'est pas la même ambiance ni le même suspense. C'est un autre univers. Pour prendre un genre similaire, pour faire aussi une comparaison peut-être plus juste, en 64, moment où sort donc au cinéma Le Chevalier de Maison Rouge, sort La Tulipe Noire de Christian Jacques. Donc c'est un film d'aventure aussi sur fond de révolution. Autre adaptation alors c'est une fausse adaptation de Dumas. Ça reprend le titre d'un roman de Dumas, mais en fait c'est une autre histoire, avec Alain Delon dans le rôle titre. Là encore, on voit que c'est un autre rythme, c'est un des grands succès de salle de 64, La Tulipe Noire. On voit que c'est quand même voilà, un autre univers que le Chevalier de Maison Rouge. Néanmoins, Chevalier de Maison Rouge, j'insiste, c'est un divertissement télévisuel de qualité qui a marqué les esprits, on pourrait le qualifier aujourd'hui de programme fédérateur, qui a marqué une étape. L'année suivante, donc en 64, donc l'année qui suit la diffusion de Chevalier de Maison Rouge, l'ORTF se dote d'un service des feuilletons dédié, dirigé par William Magnin, avec un budget de plus en plus important, et vont se multiplier les feuilletons historiques emblématiques, comme par exemple Thierry Lafronde. Et donc, en fait, ça marche. Si ça avait été un échec, on n'aurait pas continué. Et donc, Jacques Armand va continuer d'adapter d'autres classiques de Dumas, par exemple sur la Révolution française, les Compagnons de Géhu. Et Claude Barma, de son côté, va enchaîner les feuilletons à succès. On peut parler de Belphégor, bien sûr, le plus célèbre, ou Corsaire et Flibustier, qui est l'autre grand rôle télévisuel de Michel Leroyer, le héros de Chevalier Maison Rouge. Et donc, c'est un feuilleton mythique. Le Chevalier Maison Rouge, c'est même devenu un classique. Il a été rediffusé sur TF1 comme feuilleton de l'été en juillet 82. Donc voilà, en 82, on repasse cette série en noir et blanc. Michel Leroyer et Anne Doa font à nouveau la une de Télépoche, cette fois 20 ans après la première diffusion du feuilleton. Donc on voit bien que c'est Anne Doa et Michel Leroyer, ça reste aussi un couple mythique de la télévision. Et aussi,
là aussi signe du succès de ce feuilleton, enfin, dans la mémoire télévisuelle. Il est réédité très tôt en DVD. Quand le DVD apparaît, donc début des années 2000, il est réédité en DVD et puis en version restaurée en 2016 chez Koba Film. Donc ça veut dire qu'il y a aussi il y a un public, il y a une attente. Pour beaucoup, c'est le feuilleton emblématique des débuts de la télévision française. Paul Chopelin, merci pour cette évocation ensemble dans ce numéro d'Histoire en série du Chevalier de Maison Rouge. On s'est donc replongé à la fois dans les années 60, période de production, et puis dans la Révolution française avec vous, période dont vous êtes le spécialiste et vous avez publié, on l'a dit à l'introduction, de nombreux ouvrages. Alors, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, Paul, vous nous avez fourni une bibliographie indicative qu'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com sur la page de l'émission. Et puis, pour celles et ceux qui voudraient écouter le podcast ou avoir un résumé de ce qu'on a dit aujourd'hui avec Paul, rendez-vous sur le site de notre partenaire nonfiction.fr pour avoir accès à la fois au résumé et aux liens pour aller écouter l'émission sur YouTube et sur toutes les grandes plateformes de podcast comme Spotify, Apple ou autres. Vous aussi, vous pouvez nous retrouver sur Twitter pour suivre notre actualité et puis sur le groupe Facebook donc de Histoire en série. Paul Chopelin, vraiment merci beaucoup pour cette évocation d'une série mythique de la télévision française et puis j'espère à bientôt pour une autre série ancienne ou en tout cas une période sur la période de la Révolution. Merci Paul. Merci beaucoup, à bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.